Quelqu'un qui vous connaît bien me racontait l'autre jour que on vous voyait régulièrement chez Albin Michel, porteuse d'un amas de correspondances que vous deviez tenir sous votre menton pour aller le porter à l'expédition, et que c'était votre courrier du jour. J'en conclus que vous écrivez beaucoup à beaucoup de gens, et que vous communiquez avec le lecteur. Je crois que c'est une chose qui a l'air de prendre une grande place dans votre espace et dans votre vie. Est-ce que ça correspond, je ne sais pas moi, à un rêve de jeunesse? Mais aucunement. Je n'avais aucun rêve de jeunesse. Jamais je n'aurais pensé à devenir écrivain. Mais à partir du moment où je suis devenu écrivain et où j'ai pris la décision de publier des livres, je pense que c'est une démarche qu'il faut poursuivre jusqu'au bout. Si on publie les livres, c'est forcément qu'on s'adresse à un lecteur. Et si on s'adresse à un lecteur, autant le faire jusqu'au bout. Et alors vous devenez lectrice de votre lectorat, si on peut dire. Oui, et si vous saviez tout ce qu'on m'écrit, il y a de quoi lire. Oui. Ça va du plus brillant, et Dieu sait si j'ai des lecteurs intelligents qui m'expliquent mes livres, et j'ai bien besoin qu'on me les explique, donc je bénis et remercie ces lecteurs plus intelligents que moi. Ça va de ça au complètement burlesque, une lectrice qui m'affirme qu'elle est la réincarnation de telle personne et que pour cette raison, je dois l'aider à écrire une lettre en japonais pour retrouver son bien-aimé qui, entre-temps, est devenu un acteur japonais célèbre. Vous voyez, ça va dans toutes les directions. Il y a même des scénarios en souffrance là-dedans. Ah, si je manquais d'inspiration, dans le courrier de mes lecteurs, je trouverais certainement de quoi, mais je ne manque pas d'inspiration, et d'autre part, je rougirais quand même un petit peu d'utiliser ces confidences dans un livre. Mais n'empêche, vous êtes une personne recours. Ces gens qui vous écrivent attendent quelque chose de vous. Oui. Donc vous leur avez déjà apporté quelque chose. Cette communication-là, j'allais dire cette religion-là, comment vous la vivez? Mais avec beaucoup de curiosité, parce que c'est vrai que, vu ce qu'on me demande, c'est vraiment qu'on me prête des vertus extraordinaires. Je suis souvent la madone des causes désespérées, mais même des causes qui n'ont strictement rien à voir avec la littérature. S'il s'agit de trouver un mari ou une épouse à quelqu'un, s'il s'agit de réconcilier des couples, ou s'il s'agit de guérir un enfant malade, je vous assure, ces choses-là me sont demandées. Vous êtes une citoyenne du monde, puisque vous êtes née dans une île lointaine du Pacifique, importante d'ailleurs, avec une vaste culture. Vous avez beaucoup circulé de pays en pays du fait de votre entourage familial, donc vous percevez la planète comme une petite planète. Seulement des morceaux de la planète. C'est vrai que je connais très bien l'Extrême-Orient. Je commence à mieux connaître la Belgique, la France et autres contrées exotiques. Je connais assez bien les États-Unis. Mais en dehors de ça, je ne connais absolument pas l'Afrique, le Proche-Orient, l'Australie. Donc je dirais que j'ai une vision de la planète complètement parcellaire. Ça fait de moi, oui, citoyenne du monde, oui, en ceci plutôt que je ne me sens de nulle part, ce qui est probablement une bonne manière d'être citoyenne du monde. Et c'est parce que vous sentez de nulle part, peut-être, que vos livres sont partout? Je ne sais pas pourquoi mes livres sont partout, mais c'est peut-être pour ça. En effet, c'est aussi par... On pourrait imaginer que, vu la vie que j'ai eue, je m'emploierais à situer profondément mes livres, à décrire énormément les quelques pays intéressants où il se passe parfois. Or, la plupart du temps, mes livres ne se situent nulle part, ou s'ils se situent quelque part, les lieux ne sont, pour ainsi dire, pas décrits. Il semblerait que tous ces voyages m'aient amené plutôt à ne plus m'intéresser au cadre et à ne m'intéresser qu'à l'humain. C'est peut-être pour ça que je suis lue partout. Il y a des catégorisations qui commencent à se faire de votre œuvre, parce que œuvre il y a les romans qui sont là et qui sont d'une cohérence étonnante, mais qui en même temps se distinguent. Alors on pourrait peut-être faire une petite promenade dans, disons, ces différentes chambres dans la maison d'Amélie Nothomb. Alors on dit que vous auriez trois veines, qui auraient celle où le dialogue est vraiment absolument présent, parce que on assiste à un dédoublement. Le dédoublement est quelque chose qui vous est très, très proche. Quand vous écrivez un livre de ce type, est-ce que c'est parce que vous avez
un compte à régler avec un de vos multiples moi? Oh, vous savez, il y a tant de moi et il y a tant de comptes à régler. Sincèrement, je ne sais même pas pourquoi le dialogue m'est si naturel. Mais le fait est là, quand je prends la plume, rien ne m'est plus naturel que d'écrire en dialogue. Je crois que je dois parfois me faire un petit peu violence pour écrire autre chose. J'imagine parce que c'est parce que c'est ce qui correspond le mieux à mon flux mental général. Je n'ose le qualifier de pensée, ça me paraîtrait déjà beaucoup trop prétentieux, mais j'ai comme tout le monde une espèce de flux mental dans la tête au moment où on ne fait rien. Et ce flux mental prend toujours la forme dialogique. Donc quand j'écris, rien ne me serait plus naturel que de le continuer. On imagine que vous avez été une enfant bien entourée, et certainement pas solitaire, mais néanmoins silencieuse. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une impression qu'on a? C'est certain, mais d'autre part, je pourrais vous dire aussi que la solitude a été présente dans ma vie. Pas pendant mon enfance, ça c'est vrai, mais pendant mon adolescence, elle a été très très présente. C'est vrai que d'autre part, je n'étais pas tout à fait seule dans la mesure où j'avais une sœur, et Dieu sait si ça a été important pour moi d'avoir une sœur, mais mes parents étaient peu présents, ou alors je ne les voyais qu'en mondanité. Les mondanités sont des lieux étranges où on est entouré de beaucoup d'êtres humains, mais où, surtout si on est adolescente, on est complètement seul, parce qu'on est là sans être là. On est spectatrice. C'est vrai que j'ai très souvent été spectatrice de groupements humains au cours de ma vie, et ça a certainement joué un énorme rôle dans ce que j'écris. D'où cet effet d'étrangeté, parce que l'humanité que vous décrivez est souvent à la limite de la monstruosité. C'est comme si vous regardiez l'espèce humaine comme une espèce étrange avec laquelle vous n'avez que des rapports assez éloignés. Du moment qu'on regarde son sujet avec un tout petit peu de distance, forcément cette étrangeté et cette monstruosité apparaissent. Mais vous savez, il ne faut pas se donner beaucoup de mal pour voir la monstruosité des rapports humains, y compris des rapports humains supposés les plus aseptisés. Oui, oui, et les plus apparemment innocents aussi, voilà, comme on le voit dans votre dernier livre. Il y a alors cette autre famille de livres, mais très grossièrement catalogués, qui sont ceux où vous êtes totalement présente, on a l'impression que vous vous racontez. Et là, il y a une chose que vous êtes la première à avoir faite en littérature, c'est de reconnaître qu'on a un monologue intérieur dès l'âge le plus tendre ou hyper tendre. Donc votre vie intérieure, vous vous en souvenez en remontant jusqu'à, j'allais dire, vos premiers... Mes 2 ans et demi, on peut dire mes 2 ans et demi. Oui, je crois que c'est ma seule caractéristique, parce que je pars du principe que je suis exactement comme tout le monde, et c'est certainement vrai. La seule chose qui est peut-être un petit peu différente chez moi, c'est que ma mémoire remonte très loin. À partir de ce que j'appelle l'épisode du chocolat blanc, qu'on peut très clairement situer quand j'avais 2 ans et demi, je me souviens d'absolument tout. Et même en descendant très loin dans ce que j'appelle mon sous-marin, le sous-marin est ce lieu où je descends en moi pour écrire, j'ai pu même retrouver ce qui n'était pas des souvenirs, mais des impressions. C'est les 40 premières pages de Métaphysique des tubes, qu'on ne peut pas appeler des souvenirs, mais qui sont cette espèce de quelque chose qu'on peut retrouver peut-être par hypnose, dans mon cas par la plume, en allant vraiment très loin au soi, et que j'appelle les impressions tubulaires, ce que j'étais quand j'étais un bébé. Que veut dire exactement le tube ou le tubulaire, en fait? Parce que c'est un nom de code de quoi? Là, nous allons entrer dans les plus grandes profondeurs, Jacques de Decker. C'est mon côté présocratique à moi. Vous savez que les philosophes présocratiques étaient les philosophes de la physis. Leur but était de déterminer la nature de l'univers. Il y avait ceux qui disaient que tout était eau, Héraclite et compagnie, ceux qui disaient que tout était air, tous ceux qui disaient que tout était terre, ceux qui disaient que tout était air, et puis ceux qui disaient que tout était mélange. Eh bien, moi, ma version est encore différente. Moi, je pense que le matériau constitutif de l'univers est le tube. Donc, on peut appeler ça le pantubisme. Et l'idéal est de se rapprocher le plus possible de l'état purement tubulaire, qui était celui de la toute petite enfance, le moment où on est simplement un filtre, et où tout passe à travers soi. Et ça a été tellement un fantasme pour moi de garder cette nature tubulaire que je suis allée très loin dans l'adolescence pour retrouver ça. Mais il y a un moment où il faut admettre sa défaite. On devient adulte, donc on n'est plus tout à fait un tube. Hélas. Mais il reste l'écriture, l'écriture qui est finalement la recherche de cet état tubulaire.
C'est vrai, mais en même temps, cet état tubulaire chez vous n'est pas du tout un état primitif, c'est-à-dire que la subtilité d'émotion, le déchirement intérieur que vit en particulier le personnage de Métaphysique, qui a quelque chose bon, de dostoïevskien, disons, peut être assumé par un petit bout de chou, quoi. C'est ça. Mais je pars du principe que le plus haut état de sophistication que l'on puisse atteindre, c'est l'état de 0 à 3 ans. Et qu'après commence le processus d'abrutissement et puis plus tard de décrépitude. La rencontre avec la littérature, alors, ça ne s'est pas passé à 2 ans et demi, à moins que non, pas du tout. Beaucoup plus tard. Ayez su lire à cet âge. J'ai appris à lire par mes propres moyens entre 2 ans et demi et 3 ans, mais je pensais que la littérature était une perte de temps. Vous savez, c'était l'époque où je me tenais pour une divinité et Dieu a mieux à faire que lire sur Terre. Oui, et vous aviez beaucoup d'engins à expérimenter. Exactement. Ouais. Donc les livres, c'est venu plus tard. Ça a commencé quand j'avais 8-9 ans à New York. Et à la base, je me souviens que c'était surtout pour frimer, pour dire, vous avez vu, je lis Les Misérables. Mais très vite, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant tout ça. Il y avait Cosette qui était suppliciée par les Thénardier, c'était merveilleux. Et donc, c'est vite devenu une seconde nature, surtout pendant l'adolescence, où là, carrément, je suis entrée dans les livres comme on entre en... Je ne vais même pas dire en religion, mais comme on entre en réalité. Oui. Je vivais dans des pays assez terribles, et à ce moment-là, les livres sont devenus la seule réalité que j'ai plébiscitée. Et c'est des univers hyper romanesques qui vous ont sollicité. Oui. Vous parlez des Misérables, mais il y a aussi les grands romans anglais, j'imagine, je sais pas moi, Léo de Hurlevent. Oh, Léo de Hurlevent, les Charles Dickens. Bien sûr, oui. Mais aussi Stendhal, qui a été l'un des saints patrons de mon adolescence, mais beaucoup d'autres encore. Il y a eu Monterland a beaucoup compté quand j'étais adolescente. Les jeunes filles Les jeunes filles, est certainement le livre que j'ai le plus lu de ma vie. Je l'ai lu plus de 100 fois. Et bien, vous allez relancer les jeunes filles alors. Mais il faudrait, parce que Monterland n'est plus guère lu. Non. Or, il y a quand même quelques chefs-d'œuvre. Hein. Je veux dire, Les Célibataires, c'est un des plus grands livres qui ait jamais été écrit. Donc, si je pouvais servir à relancer Monterland, ce serait pas mal. Bien qu'en même temps, lire les jeunes filles quand on en a une soi-même, c'est assez terrible. C'était pénible, j'imagine, oui. C'est peut-être pour ça que je l'ai lu plus de 100 fois. C'était pour moi un peu le manuel de ce qu'il ne fallait pas devenir. Alors, Monterland, c'est quelqu'un qui a en tout cas un amour de la langue au moins comparable au vôtre. Et vous vous êtes frotté à tant de langues, parce que, au fond, vous étiez, je sais pas moi, à une réception au Japon, vous entendiez 1,50 m au-dessus de vous parler des langues assez étranges. Hein. Et vous avez, malgré cette fréquentation assidue de la grande palabre multiple du monde, vous en êtes tenu au français, et ce français, vous le célébrez véritablement. J'espère. Bon, je ne vais pas hypostasier le français, je ne pense pas que ce soit la plus belle des langues, c'est absurde quand on connaît la langue japonaise, pourquoi hypostasier le français mais c'est vrai qu'au fil des années, bon, en gros, tous les 3 ans, je perdais toute identité parce qu'il fallait tout recommencer dans un autre pays très lointain. Et au fil des années, je commençais à remarquer qu'au fond, ma seule identité, la seule chose que je ne perdais pas tous les 3 ans, c'était la langue que je parlais. Donc autant approfondir cette langue puisque c'était ma seule identité. D'où un apprentissage forcené du latin et du grec pendant mon adolescence. Parce qu'ils ont engendré le français. Puisqu'ils ont engendré le français. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que quand je suis arrivée en Belgique, non seulement je parlais le français, un français qui était peut-être au-dessus de mon âge, mais en plus je maîtrisais parfaitement le grec et le latin. Et là, vous avez rencontré le wallon. Oui, j'ai quelques lacunes dans ce domaine. Je parle de ça parce qu'il y a quand même une filière littéraire, notons, qu'on ne peut pas nier. Il y a eu quelques agiteurs de plumes dans votre entourage ou dans votre ascendance. Le seul dont je me sens véritablement proche est Paul. Paul Nothomb, qui est plus un philosophe qu'un écrivain, mais dont l'œuvre me fascine très profondément. Je ne nie pas qu'il y ait eu d'autres talents dans la famille, mais je ne me sens pas très proche d'eux. Alors vous avez dit des choses très très graves au cours de cet entretien, et pourtant, on rit beaucoup à vous lire. Est-ce que c'est votre stratégie Ce n'est en rien une stratégie, c'est une
une condition de dissibilité. D'abord, on parlait tout à l'heure de la distance. Rien n'est dissible sans une certaine distance. Et l'humour est la conséquence de la distance. Je ne recherche jamais l'humour, encore que j'ai rien contre, ça c'est certain, mais il suffit de parler de quoi que ce soit avec distance pour provoquer l'humour. De toute façon, c'est une chose qui me poursuit depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est des choses qui me dépassent complètement, mais dès que j'ai ouvert la bouche, dès que j'ai commencé à parler, les gens ont ri. Et je ne peux pas vous expliquer ce phénomène. Et alors, vous allez quand même me pardonner de vous poser une question sur le chapeau. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une travailleuse du chapeau ou pas? C'est certain. Écoutez, quand on est écrivain, on a beau se donner toutes les auras de sérieux qu'on peut, ça reste... on travaille du chapeau. Mais a priori, si je porte du chapeau, c'est même pas pour ça. C'est simplement parce que je trouve ça élégant. Et vous avez raison. Voilà. Ah oui, l'image est très belle. Merci. Merci.